Elle a toujours vécu loin du luxe de sa mère, mais un dernier souhait révèle des secrets qui vont diviser la famille. Au cœur de Boston, une matriarche a bâti un empire, mais que se passe-t-il lorsque la force qui unit une famille est réduite au silence? Des secrets cachés dans des tiroirs verrouillés, des luttes de pouvoir, et le combat d'une héritière inattendue pour sauver ce qui reste. Entre des alliances fragiles et un testament qui bouleverse tout, trois destins se croisent dans un affrontement mêlant ambition, rédemption et amour. La somptueuse demeure, au cœur de Boston, était bien plus qu'un symbole de richesse, elle représentait un monument à la persévérance et à la résilience d'Eleanor Grace. À 78 ans, la matriarche de la famille restait la force motrice qui façonnait à la fois sa fortune et les destins de ceux qui l'entouraient. Du haut des escaliers en marbre, elle contemplait les jardins impeccables et ressentait le poids des années écoulées depuis qu'elle avait semé les premières graines de son succès. Eleanor était une femme à la présence imposante. Ses cheveux argentés étaient toujours parfaitement coiffés, et son regard exprimait un mélange d'autorité et de mystère. Son bureau, rempli de livres anciens et de photographies de famille, était l'endroit où elle passait la majeure partie de ses journées, révisant des contrats et planifiant l'avenir de son entreprise. Même après des décennies de lutte, elle refusait de déléguer le contrôle. « Je suis la seule à comprendre mon empire. Les autres ne savent que détruire ce que j'ai construit, disait-elle souvent. Ce matin d'automne, alors qu'elle parcourait des rapports dans son bureau, sa gouvernante, Martha, l'interrompit doucement. « Madame Grace, Monsieur Jonathan est ici pour vous voir. Il vous attend dans le salon. » Jonathan est toujours en train d'attendre. Il n'a aucune patience, comme son père, répondit Eleanor, refermant le rapport avec une précision chirurgicale. Elle se leva et ajusta son collier de perles avant de descendre les escaliers. Jonathan Grace, l'aîné de la famille, était un homme de 48 ans, aux cheveux légèrement grisonnants et à l'expression constamment préoccupée. En tant que directeur financier de l'entreprise familiale, il était une ombre permanente d'Eleanor, tentant toujours de la convaincre d'adopter de nouvelles stratégies. « Maman, nous devons parler de modernisation, » dit-il en se levant du canapé dès qu'elle entra. « Ah, Jonathan, toujours aussi prévisible. Je t'ai déjà dit que je ne changerai pas ce qui fonctionne. » « Tu devrais le savoir maintenant, » répondit Eleanor avec un demi-sourire. Jonathan soupira en se frottant le front. « Les choses évoluent rapidement, maman. Des concurrents plus petits nous surpassent en innovation. Si nous n'adaptons pas nos méthodes, nous risquons de devenir obsolètes. » Eleanor haussa un sourcil. « Obsolète ? C'est le travail acharné, pas la technologie, qui construit quelque chose de durable. Tu le sais aussi bien que moi. » Jonathan voulait répliquer, mais il savait que discuter avec sa mère était comme essayer de déplacer une montagne. Pendant ce temps, Emily, la plus jeune fille d'Eleanor, vivait dans un monde totalement différent. Dans le Vermont, sur une petite ferme entourée de collines, elle cultivait des fleurs et s'occupait de chevaux. Emily évitait les réunions d'affaires et la brillance d'une ogresse. Lorsqu'elle téléphonait à sa mère, les conversations étaient brèves et courtoises, mais chargées de distance émotionnelle. Lors de leur dernier appel, Emily avait fait une remarque sur le jardin de la demeure. « Maman, les rosiers sont magnifiques à cette époque de l'année. Tu devrais passer plus de temps à t'en occuper. » Eleanor avait simplement laissé échapper un léger rire. « Mes rosiers sont bien sous les soins de Martha. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour des fleurs quand j'ai une entreprise à gérer. » La complexité de la famille devenait encore plus évidente avec la présence d'Olivia, la nièce d'Eleanor. Après le décès de la sœur d'Eleanor, la matriarche avait pris en charge l'éducation de sa nièce, la considérant presque comme une fille. Mais Olivia, âgée de 32 ans, était l'opposé d'Emily. Glamour et égocentrique, elle vivait pour le luxe et les fêtes. Lorsqu'elle rendait visite à la demeure, elle portait des robes extravagantes et arborait toujours quelque chose de nouveau à exhiber. « Tante Eleanor, regarde ma nouvelle bague. »
C'est un diamant rare. Il m'a coûté une fortune, disait Olivia lors d'un dîner récent. Eleanor regardait avec un mélange d'exaspération et de compassion. J'espère que tu as aussi mis de côté pour l'avenir, Olivia. Les diamants ne paient pas les factures. Malgré tout, Olivia occupait une place particulière dans le cœur d'Eleanor. Elle a perdu sa mère si jeune. Ce comportement, ce n'est qu'une façon de gérer la douleur, avait confié la gouvernante un jour. Mais tout dans la vie d'Eleanor n'était pas visible pour les autres. Au fond de son bureau, il y avait un tiroir verrouillé dont elle gardait toujours la clé sur elle. Là, étaient conservés des secrets qui pourraient tout changer. À l'intérieur, un ensemble de lettres jaunies par le temps, des documents anciens et une photographie délavée racontaient des histoires de choix difficiles, de sacrifices et d'un passé qu'Eleanor n'avait jamais partagé avec personne. Cet après-midi-là, Eleanor se retrouva devant le tiroir, la clé à la main. Elle regarda la photographie et prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas encore le moment », murmura-t-elle avant de tout refermer. La gouvernante apparut à la porte. « Madame Gress, le dîner sera servi à 19 heures. Désirez-vous quelque chose de spécial ? » Non, Martha. Assurez-vous simplement que les détails sont comme je l'ai demandé, répondit Eleanor, ajustant sa posture et revenant à la réalité. Alors que les feuilles dorées couvraient les jardins de la demeure, Eleanor ressentait un changement dans l'air. Quelque chose était sur le point de se produire. Bien qu'elle ne puisse l'identifier, elle savait que les mois à venir seraient difficiles. Mais, comme toujours, Eleanor était prête à affronter ce qui viendrait. Après tout, la vie lui avait déjà appris que le courage était la seule chose qui comptait. Le dîner à la demeure Gress, en cette froide nuit de novembre, était comme tout autre événement planifié par Eleanor, méticuleusement organisé. La table était un spectacle de porcelaine fine et de chandeliers en argent, reflétant la lumière éclatante du lustre suspendu. Pourtant, une tension palpable envahissait l'air. Eleanor et Jonathan débattaient d'une possible fusion avec la Grande Corp, mais la conversation ressemblait davantage à un duel qu'à une discussion. « Maman, la fusion n'est pas seulement une bonne idée. Elle est essentielle, » insista Jonathan, les yeux fixant ceux de sa mère. Il tenait une chemise remplie de graphiques qu'il tentait de lui montrer. Eleanor posa calmement sa fourchette et essuya ses lèvres avant de répondre. « Jonathan, ce que tu appelles essentiel, j'appelle cela du désespoir. La Grande Corp est instable. Miser sur eux serait une erreur que notre entreprise ne peut se permettre. » Instable ? Jonathan rit, mais son rire était nerveux. Ils ont progressé de 20% ces 2 dernières années. Et nous stagnons parce que tu refuses de changer. Eleanor se pencha légèrement vers lui, sa voix basse mais empreinte d'autorité. Stagner ? J'ai fondé cette entreprise avec rien d'autre que du courage et une vision. Ne viens pas me dire que je stagne alors que tu n'étais même pas là pour voir les fondations que j'ai bâties. Le problème de ta génération, c'est de croire que le progrès est plus important que la tradition. La gouvernante, Martha, entra dans la pièce pour servir le vin et perçut immédiatement l'atmosphère tendue. Jonathan se passa les mains sur le visage, essayant de contenir sa frustration. « Maman, nous faisons face à une concurrence féroce. Si tu continues à penser ainsi, nous serons hors du marché dans 5 ans. » Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, elle ressentit une vague de vertige. Soudain et écrasant, comme si le monde autour d'elle tournait. Elle s'agrippa fermement au bord de la table, mais ne parvint pas à rester debout. « Maman !» s'écria Jonathan, lâchant ses documents pour la soutenir alors qu'elle s'effondrait lentement sur sa chaise. Eleanor tenta de parler, mais ses mots étaient faibles, presque inaudibles. « Je vais bien », murmura-t-elle avant de perdre connaissance. La gouvernante laissa tomber la bouteille de vin qu'elle tenait, le bruit du verre brisé résonnant dans la salle. « Appelez une ambulance. Tout de suite. »
ordonna Jonathan, s'agenouillant près de sa mère. Il lui serra la main avec force, le visage pâle de panique. « Maman, reste avec moi. Je t'en prie. » Quelques minutes plus tard, le son des sirènes brisa le silence de la nuit. L'équipe médicale entra rapidement, vérifiant les signes vitaux d'Eleanor avant de la placer sur une civière. Jonathan les suivit en voiture, l'esprit envahi par des pensées chaotiques. Il avait toujours vu sa mère comme indestructible. La voir si vulnérable était terrifiant. À l'hôpital, Emily arriva quelques heures plus tard, son visage trahissant une angoisse profonde. « Jonathan, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Elle s'est évanouie pendant le dîner. « Les médecins ne savent pas encore pourquoi, » répondit-il, les épaules affaissées comme s'il portait le poids du monde. « Ils font encore des examens. » Emily se dirigea vers le lit où Eleanor reposait. La matriarche paraissait fragile, presque méconnaissable. « Elle a toujours été si forte, » murmura Emily en prenant la main de sa mère. « Tu dois te battre, maman. Je t'en prie. » Alors qu'Emily ressentait pleinement l'impact émotionnel de la situation, Jonathan ne pouvait s'empêcher de penser au travail. Il s'éloigna, regardant son téléphone qui vibrait sans cesse sous les notifications. Il se sentait coupable, mais son esprit était partagé entre l'inquiétude pour sa mère et la nécessité de maintenir l'entreprise à flot. Quand Olivia arriva à l'hôpital, elle fut accueillie par des regards exaspérés. Elle portait un manteau de fourrure qui paraissait totalement déplacé dans cet environnement stérile. « Comment va-t-elle ? » « Les médecins ont dit quelque chose, » demanda-t-elle, mais son expression semblait dépourvue d'inquiétude sincère. « Les médecins l'évaluent encore, » répondit Emily, essayant de garder son calme. Olivia soupira, croisant les bras. « Et, si elle ne se rétablit pas ? Qui va gérer tout ça ? Je veux dire, il faut en parler. » Jonathan perdit patience. « Ce n'est pas le moment de parler d'affaires, Olivia. On parle de notre mère. » Olivia leva les yeux au ciel mais ne répondit pas. La tension entre les frères et sœurs montait, chacun gérant la situation à sa manière. Emily restait au chevet de leur mère, lisant doucement des poèmes pour elle. Jonathan se plongeait dans le travail, tentant de préparer l'entreprise à toute crise éventuelle. Olivia, cependant, semblait plus préoccupée par l'impact que cette situation aurait sur son avenir. Lors de la 3e semaine, les médecins convoquèrent la famille pour une réunion. « Nous avons fait tous les examens possibles, » commença le médecin, d'un ton grave. « Malheureusement, nous ne pouvons pas déterminer la cause du coma. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. » Jonathan et Emily échangèrent un regard lourd de sens, tandis qu'Olivia demanda, presque indifférente. « Donc, elle pourrait ne jamais se réveiller ?» Emily quitta brusquement la pièce, incapable de retenir ses larmes. Jonathan resta silencieux, les poings serrés. Il ressentait un mélange de colère et d'impuissance. Olivia, de son côté, semblait plus préoccupée par la révision de son agenda social, ce qui ne faisait qu'accentuer la tension entre eux. Dans la demeure Gress, les couloirs paraissaient plus vides que jamais. Les journées d'Eleanor, remplies de réunions et de décisions, n'étaient plus qu'un écho lointain. Jonathan commença à organiser les documents de l'entreprise, tandis qu'Olivia mentionnait fréquemment la répartition des biens, ce qui irritait profondément Emily. Eleanor, bien que silencieuse, restait au centre de toutes les préoccupations. À l'hôpital, Emily murmurait à sa mère. « Nous avons besoin de toi, maman. Nous avons toujours eu besoin de toi. Je t'en prie, reviens. » Mais au fond d'elle, elle craignait que la matriarche soit déjà hors de portée. L'hiver s'installa à Boston avec une rigueur implacable, couvrant la ville de neige et apportant des vents glacials qui semblaient pénétrer jusqu'aux os. Le matin du 15 janvier, la famille Gress reçut la nouvelle qu'ils redoutaient le plus, Eleanor était décédée.
Jonathan, qui se trouvait dans son bureau à examiner des contrats, reçut l'appel de l'hôpital et resta figé pendant de longues secondes. Le téléphone glissa de ses mains, et il s'effondra sur sa chaise, incapable de traiter la réalité. Emily, qui avait décidé de rester à Boston pour s'occuper de sa mère, était dans la demeure familiale lorsque la gouvernante entra dans la pièce, la voix tremblante. « Mademoiselle Emily. Je suis désolée, mais votre mère, elle nous a quittés. » Emily laissa tomber le livre qu'elle tenait, le bruit sourd résonnant dans le silence. Elle porta ses mains à son visage, incapable de retenir ses larmes. Martha, la gouvernante, s'approcha et lui prit la main. C'était une femme extraordinaire. Elle nous manquera à tous. Olivia, de son côté, apprit la nouvelle par Jonathan. Il la retrouva dans un café du centre-ville. En entendant la nouvelle, elle prit une profonde inspiration, laissant son café refroidir sur la table tout en regardant par la fenêtre. « Alors, c'est fini » dit-elle d'un ton presque indifférent. « Eh bien, il va falloir organiser les choses maintenant. » Jonathan, irrité, se leva brusquement. « Organiser ? Notre mère vient de mourir, Olivia. Pour l'amour de Dieu, montre un peu de respect. » Il quitta les lieux, laissant Olivia seule à sa table. La maison d'Éléanor devint le lieu des adieux. Amis de longue date, employés et cadres de l'entreprise vinrent rendre hommage à la matriarche. Le salon principal, où Éléanor avait souvent dirigé des réunions et des dîners, était décoré de fleurs blanches et d'un grand portrait d'elle, rayonnante de la force et de la détermination qui avait toujours été sa marque de fabrique. Jonathan resta à l'entrée, saluant les invités d'une poignée de main ferme, mais son regard était lointain. Il portait le masque d'un homme en contrôle, mais intérieurement, la douleur et les regrets le rongeaient. Emily, assise dans un coin, tenait une vieille photographie de sa mère. « Elle semblait si jeune, ici », murmura-t-elle à Martha, qui se tenait à ses côtés. « C'est difficile de croire que cette femme si pleine de vie nous a quittés. » Olivia, fidèle à elle-même, attirait l'attention pour des raisons bien différentes. Elle portait une robe noire moulante et un collier de perles qui semblait excessif pour l'occasion. Ses talons hauts résonnaient sur le sol en marbre alors qu'elle arpentait le salon. Lorsqu'on venait lui présenter des condoléances, elle remerciait d'un sourire forcé et détournait rapidement la conversation vers des sujets futiles. « Oui, c'est une grande perte. » « Ah, avez-vous vu le nouveau restaurant au centre-ville ? Je pensais y aller la semaine prochaine. » Pendant le service funéraire, Jonathan observa Emily. Elle semblait accablée de tristesse, mais il percevait autre chose, une sérénité qu'il ne comprenait pas. Il décida de s'approcher. « Emily, ça va ? Tu as l'air si calme. » Emily le regarda avec des yeux embués. « Je ne suis pas calme, Jonathan. Je suis dévastée. Mais j'essaie de me rappeler que, malgré tout, notre mère a eu une vie pleine de réalisations. Elle a construit quelque chose qui perdurera, même sans elle. Et, d'une certaine façon, cela me réconforte. » Jonathan soupira, s'asseyant à côté de sa sœur. Elle était plus forte que nous tous. Je ne sais pas comment nous allons continuer sans elle. Emily lui prit la main, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Peut-être en suivant son exemple. En travaillant ensemble. Jonathan détourna le regard, hésitant. Il savait qu'il y avait beaucoup de choses à régler entre eux, mais ce n'était pas le moment. Peut-être, murmura-t-il. La semaine suivante, la famille se réunit dans le bureau d'Éléanor pour la lecture du testament. L'atmosphère était chargée d'attente. Jonathan s'assit droit, paraissant confiant, tandis qu'Olivia ne cachait pas son impatience. Emily semblait calme, mais son léger nervosisme transparaissait dans son habitude de tourner son anneau autour de son doigt. L'avocat de la famille, M. Bennett, entra avec une chemise remplie de documents. Après les salutations d'usage, il commença. «
Mesdames et messieurs, le testament de Madame Eleanor Grace sera lu dans son intégralité, y compris une lettre écrite de sa propre main. Olivia se redressa sur sa chaise, et Jonathan croisa les bras, attendant ce qu'il considérait déjà comme lui revenant de droit. Bennett commença par les dons mineurs. Une partie de la fortune d'Eleanor allait à des œuvres caritatives et à un fonds pour soutenir de jeunes entrepreneurs, reflétant son engagement envers les opportunités pour les femmes. Puis vint la partie destinée aux héritiers. À Olivia Grace, ma nièce, je laisse une somme suffisante pour l'aider à poursuivre ses véritables rêves et aspirations. Olivia, je sais que ta vie a été pleine d'excès, mais je crois que tu peux encore trouver quelque chose que tu aimes vraiment faire. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? S'exclama Olivia, sa voix montant d'un ton. Je suis pratiquement sa fille. Pourquoi ne me laisser qu'une somme suffisante? C'est ridicule. L'avocat garda son calme. Continuons. À Jonathan Grace, mon fils aîné, je laisse ce message. Jonathan, j'ai toujours admiré ton intelligence et ta détermination, mais je suis consciente de tes plans pour prendre le contrôle de l'entreprise, éventuellement, éliminer tout obstacle, même moi. C'est pourquoi j'ai décidé de ne rien te laisser. L'impact fut immédiat. Jonathan devint livide, incapable de prononcer un mot. Il se leva brusquement, marmonnant quelque chose d'incompréhensible avant de quitter la pièce. Émilie regarda son frère, choquée, mais resta silencieuse. Bennett prit une profonde inspiration avant de continuer. Et enfin, à Emily Grace, je laisse tout le reste de mes biens et le contrôle total de mes entreprises. Emily, j'ai toujours admiré ton honnêteté, ta bonté et ton désir de vivre une vie simple. Je suis convaincue que tu sauras prendre soin du patrimoine que j'ai construit. Emily resta figée, les yeux écarquillés. Moi? Non, ce n'est pas possible, dit-elle, presque paniquée. Bennett lui tendit une lettre écrite de la main d'Eleanor, qui disait « Ma chère Emily, je sais que tu penses ne pas être prête pour cette responsabilité, mais j'ai confiance en toi. L'entreprise a besoin de quelqu'un avec ton éthique et ton cœur. Tu n'as pas besoin de changer ton essence pour diriger ce que nous avons bâti. Fais-toi confiance. » Emily serra la lettre dans ses mains, les yeux pleins de larmes. Olivia poussa un soupir dramatique, tandis que Jonathan n'était plus dans la pièce. La décision d'Eleanor avait changé le cours de la famille à jamais, mais une question cruciale restait. Emily serait-elle prête à relever le défi? La révélation du testament avait laissé la famille Grace en miettes. Emily, l'héritière inattendue, passa les jours suivants à tenter de digérer le poids de la responsabilité que sa mère lui avait confiée. La demeure, autrefois vibrante et animée, était désormais un espace vide et mélancolique. Jonathan avait disparu, Olivia se noyait dans son indignation, et Emily se sentait seule face à l'héritage d'Eleanor. Une nuit, Emily s'assit dans le bureau de sa mère, entourée de piles de documents qu'elle ne savait même pas par où commencer. La lettre d'Eleanor reposait ouverte sur le bureau, et ces mots résonnaient dans l'esprit d'Emily, « Fais-toi confiance. » Mais comment avoir confiance quand tout semblait si insurmontable? Martha, la gouvernante, lui apporta une tasse de thé et s'arrêta à ses côtés. Mademoiselle Emily, Madame Grace a toujours cru en vous. Je sais que cela paraît beaucoup pour l'instant, mais vous avez sa force en vous. Il vous suffit de la trouver. Emily esquissa un léger sourire, touchée par ce geste. Merci, Martha. Je ne sais juste pas par où commencer. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais demandé à faire partie de son monde. Et c'est peut-être exactement pour cela qu'elle vous a choisi, répondit Martha. Vous n'avez jamais recherché le pouvoir pour le pouvoir. Vous vous souciez des gens. Et c'est cela qui fait toute la différence. Pendant qu'Emily essayait de trouver sa voie, Jonathan restait isolé. Il s'était réfugié dans un hôtel au centre-ville, ignorant tous les appels de sa sœur. Au fond de lui,
Il se sentait humilié et trahi. Comment Éléanore avait-elle découvert ses intentions? Il n'avait jamais eu le courage de réellement agir contre elle, mais il savait que sa mère voyait clair en lui. Jonathan passait des heures silencieux, fixant la ville par la fenêtre, perdu dans un tourbillon de ressentiment et de regrets. De son côté, Olivia était furieuse. Pour elle, la décision d'Éléanore était une insulte. Lors d'une conversation avec un ami proche, elle s'emporta. Comment a-t-elle pu tout laisser à Émilie? Je suis autant une Grèce qu'eux. Ce n'est pas juste. Son ami tenta de la calmer. Peut-être devrais-tu essayer de comprendre pourquoi ta tante a fait ce choix. Émilie n'a jamais voulu cela autant que toi. Pourquoi ne pas travailler avec elle? Olivia roula des yeux. Travailler avec elle? Ne sois pas ridicule. Émilie ne connaît rien aux affaires. La tension atteignit son paroxysme lors de la première réunion d'Émilie en tant que nouvelle dirigeante des entreprises Grèce. Jonathan se présenta, bien que visiblement amer. Olivia, curieusement, choisit de ne pas venir, prétextant des engagements plus importants. Dans la salle de réunion, les directeurs étaient tendus, observant la jeune femme qui semblait hors de son élément. L'un des membres les plus anciens, Monsieur Clarkson, posa une question tranchante. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Grèce, pensez-vous vraiment être prête à diriger cette entreprise? Votre parcours suggère que votre expérience se limite à des fleurs et des chevaux. La salle resta silencieuse. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Vous avez raison. Je n'ai pas l'expérience que ma mère avait, ni les connaissances que beaucoup d'entre vous possédez. Mais je sais que ma mère croyait en moi, et je crois que je peux apprendre. Je veux travailler avec chacun d'entre vous pour m'assurer que son héritage perdure. Je ne prétendrai pas tout savoir, mais je suis ici pour écouter, apprendre et diriger avec mon cœur. Jonathan, dans un coin de la salle, bras croisés, l'observait. Bien qu'il ait voulu discréditer sa sœur, quelque chose dans son ton le fit hésiter. Émilie ne tentait pas d'être Éléanore. Elle restait elle-même. Pour la première fois, il se demanda si Émilie n'était pas exactement ce dont l'entreprise avait besoin. Après la réunion, Jonathan s'approcha d'Émilie dans le couloir. « Tu t'en es, bien sortie » dit-il à contre-séhure. Émilie haussa un sourcil. « Est-ce un compliment, Jonathan? Je ne suis pas encore habitué à te voir dans ce rôle, c'est tout, répondit-il en détournant le regard. Il y avait une hésitation dans sa voix qui trahissait un conflit intérieur. Mais, peut-être que j'ai été injuste. Peut-être qu'il est temps de repartir à zéro. Émilie, surprise, esquissa un sourire sincère. Repartir à zéro serait bien. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. Pendant ce temps, Olivia, mécontente de l'évolution de la situation, cherchait des moyens de contester le testament. Il doit y avoir une erreur, disait-elle à ses avocats. Elle ne pouvait pas tout laisser à Émilie. Je fais partie de cette famille. Mais la réponse était toujours la même, le testament était inattaquable et parfaitement légal. Après des semaines de résistance, Olivia décida finalement d'utiliser l'argent qu'elle avait reçu pour lancer sa propre marque de vêtements. Bien qu'elle commençât avec réticence, l'idée finit par l'enthousiasmer. Pour la première fois, Olivia avait l'impression d'avoir quelque chose qui lui appartenait vraiment. Jonathan, de son côté, surprit Émilie en lui demandant une réunion en privé. Ils se retrouvèrent dans l'ancienne bibliothèque de la maison. « Émilie, j'ai réfléchi » commença-t-il, la voix chargée d'hésitation. Je veux faire partie de cela, mais de manière équitable. Je ne veux rien te prendre. Je veux juste aider. Émilie observa son frère, cherchant des signes de duplicité, mais elle trouva quelque chose d'inattendu, de la sincérité. J'accepterai ton aide, Jonathan, répondit-elle enfin.
Mais seulement si nous travaillons en égaux. Pas de jeu. Jonathan acquiesça, soulagé. Pas de jeu. La confiance entre les frères et sœurs était fragile, mais pour la première fois depuis des années, il semblait y avoir une chance de réconciliation. Et bien qu'Olivia restât distante, Émilie savait qu'il fallait du temps pour guérir les blessures profondes. La décision d'Éléanor avait ébranlé les fondations de la famille, mais elle avait aussi créé des opportunités pour que chacun trouve son propre chemin. Émilie, désormais aux commandes, comprenait que le véritable défi n'était pas seulement de diriger l'entreprise, mais aussi de reconstruire les liens familiaux. Les mois qui suivirent la lecture du testament furent une véritable épreuve de résilience pour Émilie. Chaque jour apportait son lot de défis. Elle s'était installée temporairement dans la demeure Grèce, qui n'était plus seulement un foyer chargé de souvenirs, mais également le centre des décisions cruciales pour l'avenir de l'une des entreprises les plus influentes du pays. Le bureau d'Éléanor, autrefois intimidant, était devenu le lieu où Émilie passait des heures plongée dans des rapports, des contrats et des réunions. Émilie se sentait souvent à sa place comme un poisson hors de l'eau. Lors des réunions avec les directeurs, le ton condescendant de certains était flagrant. En particulier, M. Clarkson semblait déterminé à la tester. « Mademoiselle Grèce, pensez-vous vraiment que votre approche sentimentale suffira à maintenir notre position sur le marché ?» La question attira tous les regards sur elle. Émilie prit une profonde inspiration, gardant son calme. « Je crois que diriger ne se résume pas au profit, mais à l'impact. Je ne prétends pas ignorer la nécessité des résultats, mais je refuse de compromettre les valeurs que ma mère a toujours défendues. L'entreprise qu'elle a bâtie repose sur la confiance et le respect. C'est ce que je compte préserver. » Clarkson ne répondit pas, mais son expression perdit un peu de son mépris. Certains directeurs hochèrent discrètement la tête, et pour la première fois, Émilie sentit qu'elle commençait à gagner un certain respect. Pendant ce temps, Jonathan réintégrait progressivement la vie de l'entreprise, mais dans un rôle différent. Après sa conversation honnête avec Émilie, il accepta de travailler comme consultant financier indépendant, lui laissant le contrôle. Jonathan savait qu'il devait regagner la confiance de sa sœur, mais aussi la sienne. Il se plongea dans le travail, revisitant des projets négligés et proposant de nouvelles idées. Bien qu'il y eût encore des tensions occasionnelles, Jonathan et Émilie commencèrent à fonctionner comme une équipe, comme Éléanor l'avait probablement espéré. De son côté, Olivia restait distante. Elle avait utilisé son héritage pour ouvrir une boutique de vêtements à New York. Au début, ce n'était qu'une nouvelle manière d'afficher son statut, mais au fil du temps, Olivia découvrit un véritable talent pour le design et le marketing. Sa boutique attira une clientèle haut de gamme, et pour la première fois, elle ressentit qu'elle avait créé quelque chose de vraiment personnel. Lors d'un appel avec Émilie, Olivia avoua. « Peut-être que c'est mieux ainsi. Tu t'occupes des chiffres, et moi du glamour. Je suppose que ça a toujours été notre place. » Émilie rit doucement. « Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes, Olivia. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. » Peut-être, répondit Olivia sans engagement, mais son ton était moins amer qu'auparavant. Émilie commença à mettre en place des changements dans l'entreprise, reflétant ses propres valeurs. Une de ses premières décisions fut de créer un fonds pour soutenir les femmes entrepreneurs en situation de précarité. « Ma mère croyait en la nécessité de donner une chance à ceux qui ont le courage mais manquent de ressources, » déclara-t-elle lors de l'annonce du projet. Le fonds attira une attention positive, non seulement des médias mais aussi des investisseurs, qui commencèrent à voir en Émilie une leader visionnaire. La demeure Grèce, symbole de pouvoir, commença à se transformer en quelque chose de plus. Émilie décida de convertir une partie de la propriété en espace culturel, ouvert au public pour des expositions d'art et des événements communautaires. Les jardins qu'Éléanor aimait en devinrent un lieu de rencontre pour artistes et habitants locaux. « Ma mère croyait en la construction de quelque chose qui dure. »
J'espère que cette nouvelle manière d'honorer son héritage lui plairait, déclara Émilie lors de l'inauguration du centre culturel. Jonathan, maintenant plus mûr et moins préoccupé par la compétition avec Émilie, trouva une nouvelle vocation. Il commença à donner des conférences sur les finances dans des universités locales et accepta finalement un poste d'enseignant. Une froide soirée d'hiver, il se présenta à la demeure Grèce sans prévenir, une bouteille de vin à la main. « Je me suis dit que ce serait bien de dîner ensemble, » dit-il, visiblement mal à l'aise. Émilie sourit, surprise. « Bien sûr, Jonathan. » Dis non. Pendant le dîner, ils évoquèrent leur enfance, se remémorant des moments heureux et riant même de leur querelle de frères et sœurs. Jonathan semblait plus détendu que jamais. « Je voulais te remercier, Émilie, » dit-il en la regardant dans les yeux. « De croire en moi, même quand je ne le méritais pas. » Émilie lui prit la main. « Tu es mon frère, Jonathan. J'ai toujours cru que nous pouvions retrouver notre chemin l'un vers l'autre. » Cette réconciliation marqua un tournant pour la famille. Bien qu'Olivia restât encore distante, Émilie continuait de lui tendre la main. Elle appelait régulièrement, envoyait des messages et alla même visiter la boutique à New York, surprenant Olivia. « C'est la nouvelle collection ?» demanda Émilie en admirant les créations. Olivia sourit, fière. « Oui. Tu aimes ?» Émilie acquiesça. « Elles sont magnifiques, Olivia. Je suis sûre que maman serait fière. » Olivia resta silencieuse un moment avant de répondre. Peut-être qu'elle le serait. Mais je ne suis pas encore prête à revenir. J'ai besoin de temps. Émilie comprit. Je serai là quand tu seras prête. 1 an après la mort d'Éléanore, la famille se réunit à nouveau dans la demeure pour une cérémonie intime en sa mémoire. Émilie organisa l'événement dans les jardins, où un nouvel arbre fut planté comme symbole de croissance et de continuité. Jonathan, Olivia et Émilie étaient présents, accompagnés de Martha et de quelques anciens employés. Lors de l'événement, Émilie prononça un bref discours. Ma mère, Éléanore Grèce, croyait que le succès ne résidait pas seulement dans ce que nous accomplissons, mais dans l'impact positif que nous laissons sur la vie des autres. J'espère continuer à honorer cette vision. Jonathan, assis au premier rang, applaudit avec émotion. Olivia resta silencieuse, mais des larmes brillaient dans ses yeux. Quand tout le monde partit, Émilie resta dans les jardins, contemplant le ciel. « J'espère que tu es fière, maman, » murmura-t-elle. La demeure, désormais un lieu d'unité et de créativité, reflétait le véritable héritage d'Éléanore. Ce n'était plus seulement une maison ou une entreprise, mais la preuve que, grâce à l'amour, au courage et à la détermination, même les divisions les plus profondes peuvent être surmontées. Le printemps apporta un renouveau à la demeure Grèce, désormais transformée en un lieu reflétant la vision d'Émilie. Les fleurs des jardins éclosaient avec éclat, et les couloirs autrefois silencieux étaient animés par les rires et les conversations des visiteurs du centre culturel. La demeure, qui avait longtemps symbolisé le pouvoir et le contrôle, était devenue un espace dédié à la communauté et à la croissance. 1 an après avoir pris la direction des entreprises familiales, Émilie commençait enfin à trouver son rythme. Les premiers mois avaient été terrifiants, remplis d'incertitudes et de défis, mais son approche transparente et collaborative avait conquis les employés, et l'entreprise prospérait sous sa direction. Un jour, alors qu'elle révisait un rapport financier dans le bureau de sa mère, Jonathan entra. Il avait l'air détendu, vêtu de manière décontractée, et tenait 2 cafés à la main. « Je me suis dit que tu aurais besoin d'une pause, » dit-il en posant un gobelet sur son bureau. Émilie sourit. « Tu me gâtes, Jonathan. Qu'est-il arrivé au frère compétitif que je connaissais ?» Il rit en s'asseyant en face d'elle. « Je suppose qu'il a grandi un peu. Et puis, je dois l'admettre, tu fais un travail remarquable ici.
Même si je ne comprenais pas au début, je vois maintenant pourquoi maman avait autant confiance en toi. Émilie soupira, émue. Cela signifie beaucoup pour moi, Jonathan. Je n'ai jamais voulu ça, mais maintenant que je suis ici, je veux faire ce qui est juste. Pas seulement pour honorer maman, mais pour créer quelque chose qui a du sens. Jonathan hocha la tête, observant sa sœur avec fierté. Et c'est exactement ce que tu fais. À propos, j'ai reçu une proposition pour donner une conférence à Harvard. Je veux parler d'éthique dans les affaires, quelque chose que j'ai appris en t'observant. Émilie lui sourit largement. C'est fantastique, Jonathan. Je suis sûre que tu seras brillant. Ils trinquèrent avec leur café, un geste simple mais chargé de symbolisme. Pour la première fois depuis des années, ils étaient véritablement en paix. Pendant qu'Émilie et Jonathan renforçaient leur partenariat, Olivia gardait encore ses distances. Sa boutique de vêtements à New York prospérait, et elle gagnait en reconnaissance en tant que designer prometteuse. Cependant, un vide subsistait dans son cœur. Les relations avec Émilie et Jonathan étaient encore marquées par des blessures et des méfiances. Un après-midi, Émilie reçut un appel inattendu. C'était Olivia. « Je pense venir à Boston, » dit-elle sans détour. « Je veux voir ce que tu as fait de la maison. » Émilie, surprise, répondit avec enthousiasme. « Bien sûr, Olivia. Tu seras toujours la bienvenue. » Quand Olivia arriva à la demeure, elle semblait changer. Moins ostentatoire, plus naturelle, comme si elle avait laissé une partie de son armure derrière elle à New York. En entrant dans le salon principal, elle resta silencieuse, observant les transformations. « Tu as transformé ça en centre culturel, je ne pensais pas que tu aurais le courage. » Émilie rit doucement. Cela faisait peur au début, mais c'était la bonne chose à faire. Maman disait toujours que cette maison était plus qu'un bâtiment. Maintenant, je pense qu'elle l'est vraiment. Olivia parcourut les lieux, effleurant les cadres des anciennes photographies. Je voulais te dire que peut-être je t'ai jugé trop vite. Je ne sais pas si j'aurais eu autant de courage que toi. Émilie s'approcha et posa une main sur le bras de sa sœur. Merci, Olivia. Cela compte beaucoup pour moi. Et sache que, malgré tout, tu as toujours une place ici. Olivia hocha la tête, et pendant un instant, les deux sœurs restèrent silencieuses, absorbant la présence l'une de l'autre. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Dans les mois qui suivirent, Émilie continua à mettre en œuvre des changements alignés sur sa vision. Elle créa un partenariat entre l'entreprise et le centre culturel, utilisant une partie des bénéfices pour financer des programmes éducatifs. L'impact sur la communauté fut immédiat, et l'image de l'entreprise se renouvela, attirant une attention nationale. Jonathan, quant à lui, devint un mentor respecté, aidant de jeunes entrepreneurs à lancer leurs propres entreprises. Olivia élargit sa marque de vêtements et commença à collaborer avec des artistes locaux, intégrant des éléments culturels uniques à ses collections. Lors d'un gala caritatif organisé par Émilie, les trois frères et sœurs étaient réunis pour la première fois depuis des années. Pendant son discours d'ouverture, Émilie partagea une réflexion qu'elle portait en elle depuis la mort d'Eleanor. Ma mère, Eleanor Grace, croyait que le véritable succès ne se mesurait pas à la richesse, mais à l'impact positif que nous avons sur les autres. Quand j'ai pris en charge ce qu'elle avait construit, je me suis sentie effrayée, incapable. Mais j'ai compris que, pour honorer son héritage, je devais rester fidèle à qui je suis, et non essayer de devenir elle. Aujourd'hui, je veux remercier chacun de vous qui a fait partie de ce voyage. Et, surtout, je veux remercier ma famille, qui continue de m'apprendre que nous sommes plus forts ensemble. L'audience se leva pour applaudir, mais le moment le plus spécial fut de voir Jonathan et Olivia au premier rang, applaudissant avec fierté. Un an après la transformation de la demeure, Émilie organisa une cérémonie pour planter un nouvel arbre dans les jardins,
symbole de renouveau et de continuité. Martha, désormais retraitée, était présente, tout comme d'anciens employés et amis de la famille. Alors que la terre recouvrait les racines de l'arbre, Émilie leva les yeux vers le ciel. « J'espère que tu es fière, maman, » murmura-t-elle. Jonathan et Olivia se tenaient à ses côtés, chacun ajoutant une poignée de terre, comme s'ils enterraient aussi les rancunes du passé. La demeure Gress, désormais remplie de vie, était la preuve qu'Éléanor avait laissé bien plus qu'un empire financier. Elle avait planté les graines de la résilience, de l'unité et du sens du devoir chez ses enfants. Même après sa mort, sa présence se faisait sentir dans chaque décision, dans chaque geste de réconciliation. Le véritable héritage d'Éléanor Gress n'était pas sa fortune, mais le courage de ses enfants à trouver leur propre voie tout en restant connectés par quelque chose de plus grand, l'amour d'une mère.